formellement vous, vous accueillir toutes et tous. Donc, Marc Philibert, je suis le délégué régional UDES Grand Est. Donc, je vous remercie donc d'avoir, pour certains, accepté de venir témoigner sur vos expériences et votre connaissance de la mutualisation pour nos invités de nous rejoindre et de vous intéresser à la question de la mutualisation à travers ce webinaire. Donc, on a effectivement pour voilà, enfin, notre chargé de mission, chargé de projet qui a préparé ce webinaire a des soucis de connexion. Donc, voilà, mais Guillaume Poissignon et moi, assurer l'animation de ce webinaire. On va éviter les présentations parce que ça va être un peu long. Vous aurez l'occasion de vous présenter les témoins, bien évidemment, lorsque vous interviendrez. Et puis, lorsque vous poserez des questions, ben, n'hésitez pas aussi à vous présenter. Privilégier le chat pour les questions, notamment les témoignages. Hein, ça permettra peut-être entre chaque témoignage de faire une pause en prenant vos questions. Et vous pouvez aussi lever la main pour la poser en direct, mais dans la mesure du possible, privilégier voilà, les questions par le chat. Ça nous permettra de les traiter au fur et à mesure. Voilà, donc je vais laisser la main à Guillaume qui va se présenter et qui va rapidement voilà, dresser le portrait de l'UDES. Et puis ensuite, moi, j'introduirai très rapidement le sujet de la mutualisation, mais on va privilégier surtout les témoignages de quatre témoins. Alors, je ne sais pas si, j'ai pas vu si Stéphane Bossuet était arrivé entre-temps, je ne le vois pas dans le déroulé. Enfin, on a déjà 3 témoins sur 4, donc on a, je dirais, des connaissances et des compétences pour animer ce webinaire. Voilà, bah, Guillaume, je te laisse la parole pour la présentation en quelques minutes de l'UDES. Merci Marc. Du coup, je suis Guillaume Poinsignon, chargé d'animation et de développement territorial pour l'UDES. J'excuse ma collègue qui a des problèmes de connexion. Simplement, avant de commencer cette introduction, vous rappeler les aspects techniques du webinaire. Je vous propose de bien couper les micros. Ce webinaire est donc enregistré pour celles et ceux qui sont absents et absentes. Pour les personnes qui ne souhaitent pas être filmées, je vous propose de couper votre caméra et de lever la main pour poser des questions ou alors d'écrire vos questions dans le chat. Nous répondrons avec grand plaisir à ces questions. Pour vous présenter en 2 mots, donc l'UDES. L'UDES, c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de l'organisation professionnelle représentative des employeurs de l'ESS au niveau multiprofessionnel, comme vous pouvez le voir sur la présentation PPT. Il y a 2 types d'organisations bien connues. Le MEDEF, la CPME, par exemple, font partie de l'interprofessionnel. Et du côté multiprofessionnel, on compte 3 organisations, dont l'UDES, et pour la plus connue aussi, la FNSEA. Donc la première mission de l'UDES est celle de fédérer. Nous regroupons 23 groupements et syndicats d'employeurs dans différents secteurs et des différentes familles de l'économie sociale et solidaire. Alors ce sont les associations, ce sont les mutuelles, pardon, et les coopératives. Donc tout ce petit monde est présent sur 16 branches professionnelles que nous représentons dans notre organisation, 16 branches professionnelles qui couvrent un champ très large d'activités, allant du sport à l'animation, jusqu'à l'aide des soins à domicile, le médico-social. On compte également les centres socioculturels, le tourisme social et familial, la culture, l'insertion. Voilà, un très large panel. Concernant ces missions, donc, comme je l'ai dit, fédérer tout d'abord ces employeurs pour mieux les représenter et surtout devenir un lieu de ressources pour la fonction employeur, que ce soit sur les questions d'emploi, de risques professionnels, de droit du travail, de pratique du dialogue social dans vos organisations. Et pour ce faire, nous négocions et signons des accords collectifs de travail avec les organisations syndicales de salariés afin que les branches professionnelles qui nous composent puissent s'en saisir et travailler sur des sujets sur la qualité du au travail, par exemple, sur la formation des dirigeants bénévoles, sur les risques psychosociaux ou encore sur l'égalité et discrimination. Voilà, donc un très large panel également d'accords multiprofessionnels que nous avons pu signer. Le dernier en date porte sur le numérique. Voilà, donc nous sommes en visioconférence. Donc voilà, les choses avancent et il y a besoin qu'on puisse se positionner aussi en tant qu'employeur sur ces nouveaux sujets. Et enfin, la représentation auprès des pouvoirs publics. L'intérêt pour nous, c'est de défendre et d'avoir une influence sur
un certain nombre d'actions publiques, de politiques publiques, qu'elles soient au niveau national ou territorial, pour qu'on ait une bonne représentation de l'ESS et de ses employeurs. En Grand Est, on s'active beaucoup dans des instances, enfin, on s'active énormément dans des instances. L'une d'entre elles est le Césaire, par exemple, et nous développons des projets. Et parmi ces projets, nous portons les nouveaux métiers du lien social dans lequel s'inscrit ce webinaire. L'idée, c'est de pouvoir répondre à une préoccupation de plus en plus forte des employeurs, qui est celle de l'attractivité, celle de la fidélisation des salariés, et de proposer un modèle alternatif pour le bien-être de ces salariés. Donc, on re-questionne la qualité de nos emplois, on re-questionne nos difficultés à travers une étude prospective qui va se développer sur l'Eurométropole de Metz et le département des Ardennes. Et à côté, on développe une série d'actions, que ce soit avec les partenaires de l'emploi, donc Pôle emploi, l'APEC, Cap emploi ou les missions locales. Et puis de ce côté-là, on se questionne et on est en état de réflexion autour de la mutualisation des emplois et des compétences comme levier possible pour l'attractivité de vos structures sur le territoire. Voilà, je ne me fais pas plus long. Je vais peut-être te redonner la main, Marc, du coup, pour enchaîner sur ces questions de mutualisation. Marc, le micro. Pardon, j'y touche plus. Oui, pardon. Euh, oui, donc par rapport à la problématique de ces nouveaux métiers du lien social, donc attractivité des métiers, mais aussi métiers en tension, offre d'emploi non pourvus. Donc dans cette réflexion-là, la mutualisation peut être un moyen, en tout cas un des éléments de réponse à ces problématiques. Et c'est pour ça qu'on souhaitait vous proposer ce webinaire. Alors, la mutualisation, ça relève des domaines extrêmement larges, mais l'idée de ce webinaire, c'est d'essayer de se dire, de définir un peu de quoi parle-t-on. Finalement, quand on parle de mutualisation, on parle aussi bien de mutualiser des biens, des services entre entreprises. On a des formes de mutualisation plus ou moins, je dirais, plus ou moins intenses, plus ou moins fortes. On sait qu'il existe différents types de mutualisation technique, mutualisation des moyens humains, des moyens financiers, mutualisation aussi des stratégies, des moyens plus politiques. Euh, Ensuite, on sait qu'au cœur de tous les principes de mutualisation, il y a la capacité, il faut réunir un certain nombre d'éléments pour que cette mutualisation soit possible. Il faut tout d'abord un écosystème qui permette cette mutualisation, qui permette à des acteurs de formaliser dans un espace des formes de coopération qui peuvent être d'abord ponctuelles et puis qui ensuite vont pouvoir peut-être s'ancrer dans des pratiques à long terme. On a besoin d'entrer dans des logiques de réseau, donc avec peut-être là pour le coup des coopérations plus significatives, plus durables. Et ensuite, on va, je veux dire, rentrer dans des mutualisations plus instituées, plus structurées. Et là, on a effectivement, différents types de coopération, mais on a 4 témoins pour nous en parler. Donc, je vais être volontairement court sur le sujet, mais on a effectivement différentes formes de groupes, de groupements, de réseaux, enfin toute une palette d'outils qui permet effectivement aujourd'hui de rassembler des acteurs économiques, des entreprises autour d'un certain nombre d'intérêts communs qu'elles sont amenées à partager. Ces intérêts communs, eh bien, on peut aussi les balayer rapidement. Ça peut relever d'éléments strictement financiers, comment à un moment donné on consolide le capital de l'entreprise, comment est-ce qu'on centralise de la trésorerie, comment est-ce qu'on peut effectivement contracter des prêts. Enfin voilà, il y a un ensemble d'éléments financiers qui peuvent trouver solution à travers la coopération, à travers le regroupement, euh, un ensemble d'éléments fiscaux. Voilà, c'est la diapositive que vous avez sous les yeux, à travers différents types de régimes qui permettent effectivement là aussi d'agréger des sources et des moyens. Et puis,
il y a tous les éléments sociaux, hein, qui sont effectivement complexes, parce que lorsqu'on parle de mutualiser différentes entreprises, on peut être amené à mutualiser des entreprises qui ont des conventions collectives différentes, des cultures d'entreprises différentes. Donc, c'est comment est-ce qu'effectivement on prend en compte l'ensemble de ces aspects, l'ensemble de ces enjeux pour, pour réussir les processus de mutualisation. Voilà, donc l'idée de ce webinaire, c'est de mettre un peu en perspective tout ça, à la fois les outils à notre disposition, les complexités, les enjeux, pour essayer de trouver un chemin dans cette voie, à partir je ne vais pas parler de certitude, mais en tout cas d'une conviction forte, c'est qu'un certain nombre d'enjeux, et notamment les enjeux de ressources humaines dont parlait Guillaume et qui nous mobilisent aujourd'hui beaucoup, hein. On a aujourd'hui en Grand Est des milliers, enfin ça se compte par presque plusieurs milliers d'offres d'emploi non pourvues, d'emplois en tension. On a des associations, des entreprises de l'ESS qui ne peuvent plus répondre à certains marchés parce qu'elles n'ont plus les compétences, les collaborateurs à mettre en face. Donc ça, c'est une problématique qui à la fois n'est pas nouvelle. Ça fait longtemps qu'on en parle de ces métiers en tension, de cette baisse d'attractivité. Mais néanmoins, au-delà du constat, il faut essayer de trouver des solutions. Et la mutualisation pour créer des nouveaux métiers plus attractifs, structurés peut-être différemment, nous paraît être une voie à explorer, d'où ce webinaire. Voilà, j'ai déjà été un peu long. Donc, je rappelle, voilà, si vous avez des questions, le chat est à votre disposition pour les poser. On les relaiera au fur et à mesure. Et vous pouvez aussi lever la main pour demander la parole. Donc, on a prévu 4 témoins. Je ne sais pas voilà, si Stéphane Bossuet de coproduction est arrivé. Je n'ai pas rebalayé les présents, il ne me semble pas. Ce que je vais proposer à Cyrielle Berger du CRGE, c'est peut-être d'être la première à apporter, d'abord à nous expliquer le CRGE et puis à nous présenter la manière dont le CRGE aborde la question de la mutualisation. Et puis, donc pour des interventions d'une dizaine de minutes. Et puis, entre chaque intervention, on prendra le temps des questions écrites ou de questions orales pour que ça soit aussi interactif je dirais qu'on n'ait pas une succession d'interventions avant de pouvoir donner la parole aux invités. Voilà. Si vous en êtes d'accord, Cyrielle, écoutez, je vous donne la parole pour une dizaine de minutes et pour que vous puissiez nous présenter le CRGE. Merci. Bon, merci pour le passage de parole et pour votre invitation. Moi, je suis ravie d'être avec vous à distance. Peut-être que j'aurai l'occasion, dans le cadre de mes tournées régulières des régions de France, de venir vous rencontrer. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler de mutualisation d'emploi comme les autres intervenants. Moi, je représente le Centre de ressources pour les groupements d'employeurs, qui est une fédération nationale de groupements d'employeurs qui existe depuis 2000 et qui a vu le jour en Nouvelle-Aquitaine, puisque les groupements d'employeurs ont eux-mêmes vu le jour en Nouvelle-Aquitaine, plus précisément dans le milieu agricole dans les années 80. Et donc, assez vite, les premiers groupements d'employeurs qui se sont constitués ont ressenti le besoin de se réunir pour échanger et puis pour se faire connaître également auprès des salariés, des employeurs et des institutionnels. Je n'ai pas la main sur mon diaporama, je crois, je vous laisse défiler. Donc, depuis la Nouvelle-Aquitaine en 2000 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le CRGE a grandi et aujourd'hui, il anime un réseau, alors pour 2023, de 120 groupements d'employeurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national et qui recouvrent des réalités différentes en termes de volume d'emplois partagés et en termes de secteur d'activité représenté. Il n'empêche que l'économie sociale et solidaire est un secteur d'activité, je dirais, en développement, en ce qui concerne la mutualisation des emplois. Le sport a été, à mon sens, le premier secteur non marchand à investir le sujet des groupements d'employeurs. Et puis, progressivement, l'aide à domicile, la culture, l'animation socio-culturelle, le médico-social, eh bien, ont adopté cette formule.
Donc rapidement à la présentation du CRGE, je crois que le support vous sera envoyé. L'objectif, c'est plutôt de vous parler de ce qu'est un groupement d'employeurs plutôt que du CRGE, mais simplement, je voulais vous indiquer qu'on avait un conseil d'administration qui était paritaire, c'est-à-dire qu'il est composé de représentants de groupements d'employeurs et de représentants de syndicats d'employeurs et de syndicats de salariés, et que l'UDES notamment siège dans notre conseil d'administration. Voilà, donc nous sommes une équipe de 7 personnes et on a pour mission principale, donc au niveau national, de faire connaître les groupements d'employeurs. C'est l'objectif de mon intervention d'aujourd'hui. Également d'accompagner des nouveaux projets de groupements d'employeurs à se constituer, c'est-à-dire que régulièrement, on accompagne des collectifs d'employeurs qui réfléchissent à la mutualisation d'emploi et qui se questionnent sur le dispositif groupement d'employeurs, puisqu'il existe d'autres possibilités de mutualiser des compétences. La plus récurrente et que vous connaissez peut-être dans vos structures respectives, c'est le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, c'est-à-dire une association ou une structure A qui embauche un salarié pour le mettre à disposition d'une autre structure à travers une convention de mise à disposition. Donc, c'est une pratique qui est relativement courante et qui est néanmoins très réglementée. Donc nous, si on privilégie la formule groupement d'employeurs, c'est pour un certain nombre de raisons que je déclinerai tout à l'heure, mais on accompagne aussi malgré tout des formalisations de prêt de main-d'œuvre entre quelques structures qui souhaitent commencer à mutualiser, en tout cas à se tester collectivement en termes de mutualisation, avant de rejoindre ou de créer un groupement d'employeurs. Donc, la promotion des groupements, l'accompagnement des nouveaux groupements d'employeurs, et puis ensuite, accompagner les groupements d'employeurs qui existent et qui adhèrent au CRGE pour bénéficier d'un certain nombre de conseils. Alors, les groupements d'employeurs, pour que vous ayez un ordre d'idée de ce que ça représente au niveau national, d'après les dernières remontées du ministère du Travail, on compte aujourd'hui 919 groupements d'employeurs au niveau national. Volontairement, j'ai enlevé le secteur agricole, non pas qu'il n'ait pas d'intérêt, bien au contraire, puisqu'il est précurseur en la matière, mais dans le milieu de l'agriculture, ce sont majoritairement des très petits groupements d'employeurs, à savoir 2 ou 3 exploitants qui partagent un ouvrier agricole. Et donc, ce ne sont pas nécessairement des groupements d'employeurs qu'on observe de très près, notamment au niveau du ministère du Travail, dans ce sens qu'ils n'ont pas forcément vocation à recruter de nouveaux collaborateurs ou en tout cas à faire grossir leur structure. Donc, on va retenir à peu près 1000 groupements d'employeurs au niveau national, ce qui représente au total 25 000 salariés. Et puis, à noter, je trouve, c'est un chiffre qui est en évolution, que 60% du volume d'emploi des groupements d'emploi, 60% du volume d'emploi dans les groupements d'employeurs, eh bien, sont des emplois en CDI. Et par rapport, je trouve que c'est une donnée intéressante et qu'on va observer dans les années à venir. Et je rebondis sur le titre de votre webinaire, puisqu'aujourd'hui, les groupements d'employeurs sont, pour certains d'entre eux, en tout cas, confrontés à une population de salariés qui, pour certains, finalement, ne sont plus du tout intéressés par le CDI. Et donc, ça commence à questionner le modèle même des groupements d'employeurs, ou en tout cas, on va dire, leurs arguments de vente auprès d'une certaine partie de la population salariée. Je voulais vous indiquer également que la moitié des emplois occupés dans les groupements d'employeurs sont couverts par une petite dizaine de conventions collectives et dans les 5 premières, on compte le sport et l'animation. Donc, c'est pas neutre, ça peut donner une tendance en tout cas sur les secteurs d'activité qui sont aujourd'hui organisés en groupements d'employeurs. Et donc, vous voyez que sur je vous parlais tout à l'heure de 919 groupements d'employeurs au niveau national. Sur ces 919 groupements d'employeurs, il y en a 477 qui sont des groupements d'employeurs non marchands, au sens où ils travaillent avec des structures elles-mêmes non marchandes. Et le sport, je vous disais, qui est un secteur qui a développé depuis de longue date les groupements d'employeurs, en représente 391. En tout cas, c'est un dispositif qui est de plus en plus observé par les différents ministères. Alors là, on voit que le sport a un observatoire spécifique sur les groupements d'employeurs. Donc c'est intéressant. Le ministère de la Culture est en train également de recenser les initiatives en la matière. Donc c'est un dispositif qui commence à bénéficier d'une certaine reconnaissance institutionnelle et qui commence également à se doter de données, ce qui permet de suivre l'évolution des emplois partagés dans le temps.
Donc, le groupement d'employeurs, c'est une formule, hein, on va dire un dispositif d'emploi qui existe depuis 1985 et est inscrit dans le Code du travail depuis cette date-là, qui comporte un certain nombre de particularités. Le premier d'entre eux, c'est que la première d'entre elles, pardon, c'est que 98% des groupements d'employeurs sont constitués sous forme associative. Historiquement, hein, la loi n'autorisait que l'association loi 1901 pour porter un groupement d'employeurs. Petit à petit, d'autres formes coopératives se sont ouvertes pour accueillir en leur sein des groupements d'employeurs, mais aujourd'hui, la forme associative reste largement majoritaire. Alors, à quoi ça sert un groupement d'employeurs? Eh bien, je dirais qu'un groupement d'employeurs, c'est à l'échelle d'un bassin d'emploi, une manière pour un collectif d'employeurs de collecter des fragments d'emploi et de les réunir au sein d'une association pour finalement proposer des emplois stables et pérennes à des personnes tout en accueillant régulièrement ces salariés au sein de leur structure, ce qui leur permet d'avoir accès à des compétences, à des salariés que ces structures n'auraient pas nécessairement les moyens financiers d'embaucher à elles toutes seules, et surtout des salariés pour lesquels ces structures n'auraient pas forcément un temps de travail suffisamment important à proposer pour que finalement l'emploi en direct soit attractif. C'est pour ça qu'on parle de convergence des besoins. Alors, ensuite, j'ai un petit schéma en termes de définition, hein, mais je vous le disais un petit peu tout à l'heure, c'est un dispositif de prêt de main-d'œuvre et c'est important de noter que c'est un dispositif de prêt de main-d'œuvre réglementé, à la différence du prêt de main-d'œuvre qui peut exister de manière un peu plus courante entre des structures qui partagent des salariés à travers une simple convention de mise à disposition. C'est important parce qu'il est réglementé dans ce sens que le partage des rôles et des responsabilités entre les co-employeurs et tout cela est parfaitement défini à la fois dans le code du travail ou dans le code général des impôts. Alors peut-être que vous connaissez des groupements d'employeurs dans le Grand Est. Il faut savoir que il existe des groupements d'employeurs de différentes formes, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque le GEDADIS se présentera tout à l'heure et puis la Fédération des GEC présentera également une forme particulière de groupement d'employeurs. Mais en tout cas, il faut retenir qu'il existe des groupements d'employeurs soit monosectoriels, je parle beaucoup depuis le début des groupements d'employeurs sport ou des groupements d'employeurs culture. C'est ce qu'on appelle, nous, des groupements multisectoriels, c'est-à-dire que tous les membres du groupement, finalement, relèvent d'un même secteur d'activité. Et de plus en plus, aujourd'hui, on note le développement de groupements multisectoriels qui peuvent réunir en leur sein des associations, des entreprises, des collectivités territoriales, des exploitants agricoles, parfois même des particuliers employeurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont plutôt tendance à se développer? C'est justement parce qu'ils s'organisent à l'échelle d'un bassin d'emploi et sur un bassin d'emploi, l'idée, c'est bien de reconstituer tous les fragments d'emploi disponibles et de consolider à partir de là un emploi stable et de satisfaire l'ensemble des employeurs qui ont des besoins d'emploi à temps partiel. Donc des groupements mono et des groupements multisectoriels, avec la possibilité pour eux d'accueillir des collectivités territoriales en leur sein. Et Nathalie du GEDADIS pourra vous en parler puisqu'elle a une expérience intéressante en la matière. Mais en tout cas, c'est relativement récent, cette ouverture aux collectivités territoriales. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement spontanément quand on cherche à partager un emploi entre plusieurs structures. Mais aujourd'hui, les collectivités sont quand même très, très intéressées pour à la fois faire la promotion des groupements d'employeurs. C'est aussi dans ce cadre-là que nous, en tant que tête de réseau, on les sollicite, mais également pour satisfaire leurs propres besoins de collaborateurs, que ce soit par exemple sur l'entretien des espaces verts, que ce soit par exemple pour des contrats en alternance, que ce soit également aussi pour beaucoup pour leurs activités touristiques, au niveau des guides conférenciers par exemple. Enfin, voilà, il y a vraiment un champ à explorer en complémentarité, je crois, entre les structures de l'ESS qui, pour certaines, ne sont pas soumises à la TVA et les collectivités qui ne sont pas non plus soumises à la TVA. Et je précise ça parce que même si aujourd'hui, au sein d'un même groupement d'employeurs, on peut accueillir des structures TVA et des structures non TVA, ça nécessite une adaptation que tous les groupements d'employeurs n'ont pas encore mis en place puisque c'est assez récent.
Et donc, bien souvent, les collectivités vont être davantage intéressées pour rejoindre un groupement qui ne leur facture pas de TVA. On va passer assez vite sur les services de remplacement après et sur les GEC, puisqu'il y a un intervenant spécialisé qui vous présentera ce qui est ce fameux GEIQ ou GEC pour les plus initiés. En termes de forme juridique, je vous le disais tout à l'heure, les groupements d'employeurs sont des associations loi 1901 qui donc nécessitent au moment de leur constitution un certain nombre de démarches déclaratives qui sont similaires à celles de la création d'autres associations que vous pouvez connaître, à savoir le dépôt de statut en préfecture. Pour autant, des associations qui ont un certain nombre de règles à respecter. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont inscrites dans le Code du travail. Et la première de ces démarches constitutives pour un groupement d'employeurs après s'être déclaré en préfecture, eh bien, c'est de se faire connaître auprès de l'inspection du travail et de lui indiquer à ce moment-là la convention collective que le groupement d'employeurs souhaite appliquer. Donc, c'est intéressant puisque depuis le début, chaque groupement d'employeurs doit appliquer une convention collective, ce qui est une garantie relativement intéressante pour les salariés qui travaillent à temps partagé. On peut avancer sur la forme juridique, je viens d'en parler. La mise à disposition, j'en ai parlé également, puisque c'est l'objet principal d'un groupement d'employeurs, que d'embaucher des collaborateurs qui ont donc un contrat de travail avec le groupement d'employeurs et qui sont mis à disposition régulièrement à temps partagé auprès des différentes structures membres du groupement d'employeurs. Donc, on parle bien de temps partagé, même si dans la loi, rien n'indique comment doit être matérialisé ce temps partagé. Donc, Nathalie pourra vous donner des exemples, mais on peut avoir des salariés qui travaillent 6 mois dans l'année dans une structure et puis le reste de l'année dans une deuxième organisation, ou bien des salariés qui travaillent peut-être plus sur des fonctions support, par exemple, tous les matins dans une structure et tous les après-midi dans d'autres structures. Parfois, sur certaines compétences soit administrative, soit un peu plus qualifiée de type qualité, sécurité, environnement, par exemple, eh bien, il peut y avoir un partage dans le mois auprès d'un plus grand nombre d'entreprises ou de structures. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 8 structures auprès desquelles un salarié peut être partagé dans un même mois. Voilà, ce sont des grandes tendances que je vous indique, chaque groupement ayant ensuite évidemment ses propres particularités. Voilà, on va pouvoir avancer peut-être au schéma sur la relation triangulaire parce que c'est, je trouve, ce qui illustre le mieux le mode de fonctionnement d'un groupement d'employeurs. Voilà, donc je vous le disais, on a l'association groupement d'employeurs qui emploie et rémunère les collaborateurs, qui gère leur planning en fonction des besoins des différentes structures membres. Ce groupement, comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il vit? Eh bien, un groupement d'employeurs peut bénéficier de subventions quand il démarre, parfois, ou quand il a un projet spécifique, mais le modèle économique d'un groupement d'employeurs, il repose quasi exclusivement sur la refacturation des heures de mise à disposition auprès des structures membres. Donc, chaque structure membre du groupement d'employeurs eh bien, règle mensuellement une facture de prestation de service qui correspond au volume d'emploi qu'elle a utilisé dans le mois. Quand on parle de facturation du volume d'emploi, eh bien, c'est la part de salaire et de charges sociales du collaborateur que cette structure a accueilli, auxquels s'ajoutent des frais de gestion qui permettent au groupement d'employeurs de faire correctement son travail de recrutement et de gestion des compétences dans le temps. Voilà, donc le salarié, il est embauché en CDI, en CDD, en contrat d'alternance, enfin, toute forme de contrat de travail sont possibles en groupement d'employeurs. Et il est partagé, comme je vous le disais tout à l'heure, auprès d'un certain nombre de structures, l'objectif étant, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, de leur proposer un emploi à temps complet. Voilà ce que je pouvais vous dire dans un format relativement court. Volontairement, j'avais fait un support un petit peu plus long puisque ça permettra pour ceux qui veulent se repencher sur le sujet de reprendre les différents éléments. Et puis, vous aurez aussi les coordonnées du CRGE. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me recontacter. Voilà.
Je vous Merci. remercie et je suis disponible évidemment pour vos questions. Bien sûr, merci Cyrielle pour voilà, cette présentation très générale du cadre du Tout à groupement fait. d'employeurs. On va avoir ensuite, avec les deux autres intervenants, des déclinaisons un peu plus spécifiques du groupement employeur, mais la structure mère est la même, je dirais. Mais voilà, s'il y a immédiatement des questions, on vous cède bien évidemment la parole. J'en ai pas vu dans le chat, hein, je ne crois pas, je vérifie. Mais donc voilà, s'il y a des mains qui se lèvent chez les participants, on vous cède bien évidemment la parole. Avant de proposer à Nathalie Orville de nous parler du GEDA, hein, GEDA 10, hein, qui est une forme de groupement employeur au service du développement associatif. Mais voilà, on va prendre juste quelques minutes pour vérifier s'il y a des questions. Oui, Marie, voilà, je crois que j'ai Marina. vu Oui, Marina, pas oui, tricher. bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, Allez. oui, très bien. Voilà, j'ai une question de mémoire, par exemple, pour les entreprises d'insertion. Il y a comme des quotas. On ne peut pas en créer ou en faire agréer autant qu'on veut. Par rapport au groupement d'employeurs, connaissons-nous, je dirais, les mêmes restrictions ou modalités ou tout collectif ayant ressenti un besoin sur le territoire par rapport à un public spécifique, pouvant être comme ça à l'initiative de cette création? Ouais, je vous remercie pour votre Mhm. question. Moi, je vais répondre précisément à votre question pour les groupements d'employeurs qui ne sont pas GEC, puisque vous verrez tout à l'heure dans la présentation que les modalités d'organisation à l'échelle territoriale ne sont pas les mêmes, ou en tout cas sont plus encadrées pour les GEC que pour les groupements d'employeurs classiques, entre guillemets. Donc effectivement, il n'y a pas d'encadrement par l'adresse de la création des groupements d'employeurs. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une forme d'homologation ou d'acceptation de la création du groupement d'employeurs à travers l'acceptation ou non de la convention collective qui est proposée par le groupement d'employeurs. C'est-à-dire que c'est la seule démarche obligatoire et le seul élément sur lequel l'administration du travail puisse se prononcer. Donc, dans un département, on a régulièrement plusieurs groupements d'employeurs puisque notamment, il reste difficile, même si j'indiquais tout à l'heure que les groupements avaient une tendance à être multisectoriels, il reste parfois difficile pour des raisons notamment de convention collective ou de régime social, de réunir dans un même groupement d'employeurs des employeurs agricoles, par exemple, et des employeurs non agricoles. L'hôtellerie-restauration, par exemple, est un secteur qui a aussi un certain nombre de règles très spécifiques, ou le médico-social, autre exemple, qui font que c'est compliqué, je dirais pas impossible, mais compliqué, de partager les collaborateurs entre ces différents secteurs d'activité. Alors, il n'existe pas au niveau national d'organes de régulation des groupements d'employeurs au niveau national, mais par exemple, nous, le CRGE en Nouvelle-Aquitaine, on a une action spécifique pour laquelle on est subventionné par la région et par l'adresse. Et dans ce cadre-là, on nous demande justement d'émettre des avis sur les projets de groupement d'employeurs qui se constituent. Et dans les critères d'analyse, il y a cette analyse du territoire, l'idée étant qu'on souhaite davantage renforcer les groupements d'employeurs qui existent plutôt que de multiplier la création de groupements d'employeurs qui finalement interviendraient dans les mêmes secteurs. Donc je dirais que ça se fait généralement en bonne intelligence. Quand moi on me sollicite pour un projet, bien souvent on commence par me demander est-ce que dans ce département il existe déjà des groupements d'employeurs? Donc l'idée c'est de commencer par un premier échange parce que un groupement peut à un instant T travailler majoritairement avec un secteur d'activité et pour autant ne pas être fermé ou même avoir pour objectif de se développer dans un autre secteur d'activité. Donc, c'est toujours intéressant de commencer par cette mise en relation. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Et merci pour la question. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Je viens d'avoir un SMS de Stéphane Bossuet hein, qui a un imprévu voilà, un imprévu. Donc, par définition, il était imprévu et donc il me demande de bien vouloir l'excuser auprès de vous. Mais on a, je pense, la contribution dans la présentation. Alors, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, ben, je vais céder la parole
à Nathalie Orville du GEDA de l'Aube, et qui va pouvoir continuer et notamment décliner la spécificité du GEDA par rapport à ce qui vient d'être dit par Cyrielle. Voilà, bah écoutez, Nathalie, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bah, écoutez, bonjour à tous. Je représente le GEDA 10. J'en suis la directrice depuis déjà 5 années. Le groupement d'employeurs pour le développement associatif de l'Aube est le dernier né des groupements d'employeurs en 2011, pardon. Sur la Champagne-Ardenne, il y avait déjà un GEDA 08, un GEDA 51 et un GEDA 52. Nous, non. Mais les GEDA sont à l'initiative de la Champagne-Ardenne au départ. Et donc, c'est la fédération des MJC, MPT et centres sociaux éducation populaire qui a eu cette idée dans le département, et c'est comme ça que nous sommes créés. Donc, nous sommes une association loi de 1901 à but non lucratif. On travaille dans le secteur non marchand et nous sommes un GE multisectoriel. On en a parlé tout à l'heure, Cyrielle, avec une convention collective ECLA, qui est la convention collective de l'animation. Alors voilà pour la présentation. Donc il va y avoir quelques redites, mais c'est normal puisqu'on parle tous de la même chose aujourd'hui, les groupements d'employeurs. Donc forcément, il y a des choses que je vais redire dans la présentation. On ne l'avait pas préparé ensemble, donc on va retrouver les triptyques et on va retrouver pas mal d'idées. Donc l'association propose à ses utilisateurs du personnel qualifié. Ah, ça va peut-être un petit peu vite, Guillaume. Juste la présentation. Voilà, on propose à ses utilisateurs du personnel qualifié. On répond donc parfois à des petits besoins. Je peux avoir un salarié qui soit embauché pour 7 heures par semaine, que ce soit peu importe le type de contrat, mais parfois c'est des tout petits besoins parce que j'ai des salariés qui complètent un autre employeur ou qui complètent une pension retraite. Donc des tout petits besoins de façon pérenne ou ponctuelle. On ne s'est pas, depuis le début au GEDA 10, on ne s'est pas focalisé sur les CDI. Même si on entendait tous nos collègues dans tous les départements dire le GE, c'est du CDI, nous, on n'a pas joué cette carte-là et on s'aperçoit aujourd'hui que par la diversité de nos contrats, on a l'air de mieux tenir que ceux qui ont joué la carte du CDI et uniquement. Donc, l'association répond aux besoins en temps partiel, je l'ai dit, et elle cherche à maintenir sur le territoire des compétences et pérenniser les emplois. Évidemment, on n'est pas non plus une agence d'intérim, on ne fait pas du remplacement pour maladie. Quand on a un besoin dans une association ou une collectivité, il faut quand même que ce soit un besoin, même s'il n'a pas de volume, mais ce soit un besoin dans la durée. Voilà. Donc, nos salariés, qui sont-ils? J'ai fait une petite liste des plus représentatifs, mais on n'a pas de limite. On n'en a qu'une seule, c'est que dans le département de l'Aube, il y a un GE PSL 10, profession sport et loisirs, et évidemment, comme on s'entend bien et que j'y ai moi-même travaillé pendant 25 ans, à aucun moment on va embaucher des éducateurs sportifs qui relèvent en plus de la convention du sport. Donc chacun se garde, on va dire, un éducateur sportif ou un animateur de théâtre ou de yoga. Donc, mais c'est ça, c'est quelque chose d'oral entre nous, c'est un pacte qu'on a passé, mais il n'y a rien d'écrit dans le marbre. Hein. Donc, nos salariés sont des postes support, agents administratifs, secrétaires, assistantes RH, assistantes, oui, parce que c'est plutôt féminin, effectivement, des chargés de mission, chargés de communication, des animateurs, alors, les animateurs périscolaires, restauration scolaire, centre de loisirs, des formateurs, des professeurs parfois, agents d'entretien des locaux, ouvriers des espaces verts, techniciens paysagers, assistants de gestion. Alors, comptable, c'est peut-être un peu fort, on les appelle assistants de gestion ou assistants comptables, parce que c'est assez réglementé et bon, il ne faut pas trop s'étendre sur le sujet. En tout cas, nous, ici, dans le département, ça se passe très bien. Ce sont plutôt nos CAC ou nos experts comptables qui nous envoient des associations. Technicien informatique, agent audiovisuel, coordinateur, responsable opérationnel, mécanicien cycle. Je travaille avec une asso qui répare des vélos, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. J'ai déjà eu un métallier, serrurier. Enfin, on est ouvert à toute possibilité, on étudie tous les besoins. J'ai déjà recruté des infirmières pour un centre de santé d'un quartier. Voilà, on n'est pas arrêté sur le profil. Nos types de contrats sont du CDD classique, comme je vous ai dit tout à l'heure. On utilise les contrats QI-CAE, qui s'appellent maintenant des PEC, les contrats d'apprentissage,
Nos volumes horaires hebdo vont de 7 heures à 35 heures. L'âge de nos salariés, j'ai même commencé à 15 ans pour les apprentis, de 16 à 60, même c'est 67 ans maintenant, la plus âgée. En monoposte, c'est-à-dire que la personne est chez un adhérent et un seul. En emploi partagé, le salarié est mutualisé chez plusieurs adhérents. Le record est détenu par notre responsable de paye qui se partage sur 19 associations. Voilà. Sinon, en moyenne, on est entre 1 et 6 adhérents, à peu près. Juste, Guillaume, si vous pouvez revenir où j'étais, sur les types de contrats, s'il vous plaît. Oui, difficile de… Voilà. Donc, l'emploi partagé jusqu'à un saucissonnage de 19, qui est le record. Multi-employeurs, donc ce sont des salariés qui m'ont dit, j'ai un petit temps dans une agence de ménage, mais c'est que 15 heures par semaine, si vous pouviez me compléter. Donc là, avec une casquette autre employeur, le GE emploie la personne sur le temps qui lui reste. Et le cumul emploi-retraite, c'est à l'image de quelqu'un qui a déjà sa pension retraite et puis qui a un petit peu du mal à survivre et qui nous demande 7 heures, 10 heures pour compléter cette pension. Voilà, c'est assez large au niveau des contrats. Alors, être adhérent ou salarié du GEDADIS, c'est savoir s'adapter et partager. Donc, le salarié conclut un contrat de travail avec le GEDADIS. Nous sommes l'employeur à la place de l'adhérent. Donc, tout ce qui incombe à la paye, à la rémunération, aux arrêts maladie, la structure se comporte comme nous, en fait, comme si elle était employeur à notre place. Sauf que là, c'est le contraire. Les adhérents donc, signent une convention, on le verra mieux dans le schéma d'après, signent une convention de mise à disposition avec le GEDA et le GEDA établit le bulletin de salaire et une facture. En fait, la seule démarche qu'a l'association, c'est de signer une convention et de régler une facture mensuelle qui est lissée, qui est identique tous les mois. Même en cas de CDD et de prime de solde de tout compte, prime de préca et congés payés, on lisse la facturation du début à la fin, on en fait une moyenne. Voilà, on peut continuer. Voilà la relation triangulaire ou la relation tripartite, on l'appelle comme on veut, où l'adhérent signe une convention, il reçoit dans l'autre sens une facture. Le salarié signe un contrat de travail et une lettre de mission qui lui donne les horaires, le lieu de travail et les jours. Et entre adhérents et salariés, on échange une fiche de poste pour définir le besoin et on réalise la liste des missions et des tâches qui sont exécutées chez l'adhérent. Donc ça, ce sont les diapos qui vont suivre, ce sont des exemples concrets. Donc l'exemple auprès d'une collectivité territoriale. Donc là, j'ai mis des communes, des mairies, mais je travaille aussi avec les communautés de communes. Je travaille même avec les CSE, ce qu'on appelait les comités d'entreprise, qui ne sont pas assujettis à la TVA. Donc, ce n'est pas un souci d'aller mettre à disposition de comités d'entreprise des secrétaires qui vendent de la billetterie de cinéma, de voyage, voire un petit peu de secrétariat compta. Voilà, on travaille aussi avec les CSE. Donc, dans ce cas-là, on a deux mairies qui sont pas à part égale. J'ai un apprenti qui est mis à disposition du lundi au jeudi pour 30 heures hebdo. Et comme le maître d'apprentissage HNJ ne travaille jamais les vendredis, il nous manquait 5 heures pour pouvoir contracter. Et c'est donc une mairie qui est venue un petit peu à notre secours et qui a proposé le vendredi 5 heures à cet apprenti. Donc, les communes sont distantes de 7 km. Et donc, notre apprenti, avec sa voiture sans permis, va facilement d'une commune à l'autre. Il y a un déplacement, il habite à HNJ, il y a un déplacement que le vendredi avec son véhicule. Donc, c'est une mutualisation qui n'est pas très compliquée. Et il se trouve aussi pas loin du CFA, un CFA agricole du département. Et sur les deux autres communes, je les ai mises aussi en exemple parce que c'est aussi un apprenti. Donc là, on a un BTS. Qui lui va 2 jours et demi dans la première commune et 2 jours et demi dans l'autre. On s'est arrêté au mercredi midi. Elles sont peu distantes également et on a fait moite-moite sur cet apprenti-là. Ici, on a l'exemple d'une secrétaire qui est montée à 31 heures. Alors, ça ne se fait pas du premier coup, les 31 heures. Hein. C'est quelqu'un qui a commencé à la première association au Centre Chapelain avec 16 heures. Elle avait accepté un temps partiel et puis son volume a augmenté au fur et à mesure des besoins.
je dirais qu'on a dû mettre presque 2 ans pour arriver aux 31 heures. C'est assez récent d'ailleurs, les 3 heures qui sont venues s'ajouter. Donc le centre Chaplin, là, il gère des infirmières, des déclarations à la CPAM, de la facturation, et elle y travaille 3 fois par semaine, le mardi, mercredi, vendredi. Génération Mouvement, c'est le club des aînés de l'Aube qui organise des petits lotos, des ventes de biscuits, des thés dansants. Ici, elle s'occupe du secrétariat 12 heures par semaine à raison de 2 fois. Et le dernier, c'est Lecture et Loisirs qui organise le salon du livre au mois d'octobre. C'est un gros salon sur 3. Et elle y va seulement 3 heures en soutien d'autres salariés qui sont embauchés en direct par l'association. Parce que parfois, on fait appel à nous parce que les compétences ne sont pas chez l'adhérent en recrutement, en logiciel paye, etc. Mais parfois, on fait appel à nous en support, en soutien. L'adhérent est capable d'embaucher, mais quand il met une annonce, une offre d'emploi pour 3 heures par semaine, une secrétaire, il est quasiment sûr d'avoir personne. Donc, on vient là renforcer l'équipe et puis ça apporte 3 heures à notre secrétaire Stéphanie qui, en arrivant à 31 heures, est quasiment à un temps plein. Voilà. Et il nous arrive, bien qu'on insiste sur le fait que nous ne sommes pas une agence d'intérim et qu'on n'est pas dans le secteur marchand et qu'on ne se ressemble pas, il arrive quand même que pour certains adhérents récurrents, on fasse du saisonnier de mai à septembre. C'est un renfort d'un agent aux espaces verts qui va leur faire 40 heures par semaine. Bon, c'est parce qu'ils sont adhérents chez nous pour d'autres postes, donc on contractualise quand même sur une Comcom. Alors, le processus, c'est que nous recrutons à la place de l'adhérent, nous diffusons les offres, nous filtrons, nous recevons les CV, nous filtrons, nous choisissons les candidats et nous retenons 2 profils. Donc, il y a un premier entretien d'embauche avec le candidat où je filtre et puis l'adhérent, lui, on lui présente 2 personnes pour qu'il ait aussi le choix. Parce qu'il y a des fois, ce n'est pas sur les compétences, ça peut être l'affinité, on sent plus l'un que l'autre. L'adhérent signe une adhésion, il y a une cotisation annuelle comme dans un club sportif de 50 € pour l'année chez nous et il signe sa convention et là, on commence à travailler ensemble, donc édition des contrats, bulletin de salaire, gestion salariale et on s'occupe également de monter en compétence le salarié en lui offrant une formation qui est prise en charge par notre OPCO la plupart du temps, presque entièrement. Alors, les avantages pour les structures qui adhèrent, c'est qu'on va pouvoir partager les compétences. Les structures, elles vont recruter à hauteur de leurs besoins. Si c'est 3 heures par semaine, c'est un petit besoin, elles recrutent à quelques heures. Elles recrutent quand elles en ont besoin, ça peut pas forcément être pérenne. Elles sont déchargées des contraintes de recrutement, je vous l'ai dit, c'est nous qui gérons tout. Elles peuvent bénéficier des contrats aidés, des aides à l'apprentissage. N'oublions pas que sur les collectivités, les 6 000 € de l'État, qui étaient 5 000 pour les mineurs et 8 000 pour les majeurs l'année passée, sont maintenant de 6 000. Les collectivités ne touchent pas l'aide de l'État et en plus, ils ont 50% des frais pédagogiques de l'école à leur charge. Avec le GEDA, c'est 0 de coût de formation. L'OPCO prend tout en charge et c'est 6 000 € qui est versé au GEDA, mais reversé à la collectivité ou à l'adhérent. Ils sont déchargés, nos adhérents, de gestion administrative et ils ne reçoivent que la facture mensuelle. Pour les salariés, c'est la chance d'avoir un emploi pérenne. C'est un seul employeur, pas besoin de se promener avec 3-4 bulletins ou 3-4 lettres de mission ou un seul contrat, un seul bulletin. De la formation, une sécurité de l'emploi et surtout être attaché à une convention collective. Et optimiser la montée en compétences, gagner en expérience. Alors, bien sûr, les profils des salariés sont souvent des salariés dont l'adaptabilité est hors norme. C'est vrai que quand on passe d'une structure à l'autre, que l'emploi du temps il varie et qu'il y a des petites contraintes de déplacement, il nous faut quand même des salariés qui n'aiment pas la routine. Voilà pour les avantages salariés adhérents. Alors, ça, on peut peut-être passer, je le laisse dans le diaporama pour ceux que ça intéresse, mais le GEDA bénéficie des aides de l'État sur les parcours emploi compétences, sur les emplois francs, sur les aides apprentis. Donc,
tout ça, si quelqu'un a besoin de renseignements, je peux les donner au cas par cas, mais je ne vais pas jouer le rôle de Pôle emploi et de vous expliquer toutes les aides possibles et inimaginables. Voilà, donc les contrats PEC, en fonction de l'éligibilité du demandeur d'emploi, on travaille avec Pôle emploi, la mission locale et Cap emploi. Voilà, on peut passer, Guillaume, sur les aides. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'ai bien illustré les propos de Cyrielle qui étaient plus théoriques avant. Oui, c'était ce qui était très intéressant dans vos deux interventions. Une fois que le cadre avait été posé par Cyrielle, je trouve très éclairant les exemples très concrets de types de missions, de types de contrats. Moi, j'avais juste une question, il y en aura peut-être d'autres. Vous avez dit, dans les types de contrats, il y a des monopostes, c'est-à-dire vous avez certains collaborateurs qui travaillent toujours dans la même entreprise. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une structure qui ne veut pas ou qui n'a pas la possibilité de porter la fonction employeur, c'est ça? Oui. Souvent, ils ne sont pas équipés du logiciel, ils n'ont pas de fonction RH, il va y avoir que des bénévoles. Une petite structure avec que des bénévoles qui veut pas, qui n'a pas les compétences de s'occuper d'un salarié, qui ne maîtrise pas le côté juridique, droit du travail. Et puis, s'équiper d'un logiciel pour faire un bulletin de paye, c'est un peu compliqué. Ou faire appel à un cabinet comptable juste pour une paye, c'est un coût aussi pour l'association. Ok. Ah oui. Et statistiquement, c'est important, c'est fréquent, Alors, dans les collectivités territoriales, le 35 heures, ça n'existe pas et les collectivités ne sont pas majoritaires dans la totalité de nos adhérents. Ils ne peuvent pas être majoritaires. Ça, c'est une contrainte GE. Mais les 35 heures, ils représentent 3-4 salariés on en a une cinquantaine de salariés. D'accord. On a plus des petits bouts. On s'amuse plus avec les petits bouts. Voilà, ben, je laisse Non, ce serait pas drôle. je laisse la parole donc à nos auditeurs, à nos participants. Est-ce qu'il y a des questions, soit par le chat, soit en levant la main? Non. Bon, on va finir les présentations par le GEC. Hein, et ce qui va être intéressant là, c'est que donc j'ai passé la parole à Stéphanie Batelier. C'est en quoi c'est peut-être les spécificités insertion qualification, hein, qui donnent toute leur spécificité au GEC. Mais je vais vous laisser nous en parler et on aura ainsi balayé, je dirais, la problématique groupement employeur et on pourra rentrer dans les échanges. Je vous donne la parole, Stéphanie. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc, Stéphanie Batelier, déléguée régionale du comité régional des GEC du Grand Est. Donc, vous avez en fait en présentation aujourd'hui la première slide qui concerne la Fédération française des GEC. Alors, un GEC, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est en fait… alors, effectivement, sur la première présentation, on peut voir le nombre qui relève en fait de l'Observatoire où vous avez aujourd'hui plus de 205 GEC en 2023 avec 310 implantations et plus de 7000 entreprises adhérentes. Donc, c'est en fait un dispositif national. La fédération en fait des GEC se situe à Paris et il y a des représentants de comités régionaux quasiment dans toutes les grandes régions. Donc, on peut passer sur la suivante. La différence du GEC, le GEC en fait remonte historiquement depuis 1988, qui a été une expérimentation au départ par justement le secteur de l'agriculture, qui en fait avait besoin de main-d'œuvre et n'arrivait pas forcément à fidéliser et recruter effectivement des salariés et des personnes pour les aider par rapport à leur activité. Donc la première expérimentation, c'était plutôt de s'associer tous ensemble en tant qu'entreprise ou structure pour se dire, voilà, on va recruter ensemble parce qu'on a les mêmes besoins. Effectivement, une mise à disposition. Quelques années plus tard, l'expérimentation est venue en fait prendre forme sur vraiment une appellation GEC, donc groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et nous avons eu en 2015 en fait l'arrêté au niveau ministériel, donc au niveau de la loi du travail, avec une appellation normée, obligatoire. Donc en fait, le GEC ne peut pas s'appeler un GEC s'il n'est pas passé devant une commission validée par cette appellation. Donc il prend cette forme-là spécifique juridique avec des obligations. Alors, le label, c'est quoi? C'est une obligation de passer en fait une demande au niveau de la fédération par une commission qui est à la fois représentée par le préfet, un collège d'État et ainsi que des membres de GEC et qui doit répondre à 14 critères précis hein, sur les publics prioritaires.
Donc, nous avons à peu près entre 12 et 14 publics prioritaires. Ça va du bénéficiaire du RSA, de la personne immigrante, du bachelier diplômé et sans expérience. Enfin, voilà. Donc, en fait, nous, c'est tous les publics, aussi bien des personnes étrangères, des personnes de plus de 50 ans aussi en reconversion. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que le label est représenté régulièrement tous les ans à chaque GEC pour répondre à ces critères, pouvoir porter cette labellisation qui, bien évidemment, au-delà d'avoir cette nomination, favorise aussi effectivement la prise en charge d'un accompagnement par la DRETS sur chaque parcours signé et mis à disposition pour chaque employeur. Donc voilà, sans cette nomination, on ne pourrait pas y prétendre. Et les dispositifs auxquels on a le droit, effectivement, de droit public comme l'accompagnement à l'alternance, bien sûr, par rapport à nos contrats, on peut y prétendre. Donc, vous pouvez passer la slide suivante, si vous voulez. Voilà, donc nous, au niveau régional, alors le comité régional Grand Est n'existait pas. Bien entendu, il existait déjà des GEC, 12. Le plus vieux a 16 ans, le plus récent aujourd'hui, quelques mois. Donc, ça se développe. Le GEC, en général, a un siège et des antennes, éventuellement, parce que voilà, sur les secteurs d'activité du département pour couvrir effectivement les besoins des entreprises. Au niveau du comité régional, il a une double fonction, c'est-à-dire animer au niveau régional, coordonner, mettre en lien les interactions comme aujourd'hui, vous voyez, se rassembler, être sur des problématiques existantes, faire la promotion du dispositif et accompagner le développement en fait des GEC. Donc, c'est-à-dire repérer effectivement si des groupements d'employeurs ayant les mêmes besoins ont l'intention de se diriger vers ce statut juridique. National, c'est susciter des projets de GEC, c'est-à-dire donner des impulsions aussi, des créations de secteurs qui ne sont pas encore abordés. Au niveau des secteurs d'activité, on représente à peu près une dizaine de secteurs, donc ça va du plus classique, agriculture, BTP, industrie. Vous avez la propreté, vous avez multisectoriel, puisque parfois il n'y a pas assez d'entreprises pour se créer en elles-mêmes sur une convention ou sur un secteur. On a parfois besoin en fait d'un commercial, d'une secrétaire, mais il n'y aura pas assez de personnes dans ce secteur d'activité pour vraiment créer un GEC spécifique à ce secteur, et du coup, ce sont les multisectoriels. Vous avez aussi des GEC théâtre, vous avez des GEC camping. Voilà, donc c'est assez riche. Tous les ans, il y a un nouveau secteur qui peut arriver. On a le GEC numérique qui arrive maintenant. Donc, vous voyez, ça suit vraiment l'évolution en fait des métiers. Et donc, le but au national, c'est de les accompagner juridiquement, et aussi la fédération offre toute une gamme de services pour professionnaliser les personnes dans les GEC, qu'on appelle des permanents. Donc, ce sont des salariés qui sont embauchés, qui sont souvent chargés d'accompagnement et de développement. Donc, ils prennent en charge en fait les personnes qu'on recrute. Donc, c'est le même dispositif qu'un groupement d'employeurs pour recruter. Le GEC s'occupe de tout. Donc, c'est lui qui va faire paraître l'annonce, ou dans l'autre sens, c'est lui qui va en fait aussi être sollicité par une entreprise qui veut devenir adhérente et qui va vouloir en fait avoir une personne en mise à disposition. Donc, c'est aussi bien le GEC qui arrive à faire de la prospection, ou éventuellement l'entreprise qui a des besoins et qui s'en rapproche. Et nous travaillons en réseau. Et nous travaillons donc avec tous les partenaires de l'IAE, donc Pôle emploi, Mission locale, les OPCO, bien évidemment, puisque grâce à l'appellation GEC, nous arrivons à négocier en fait au niveau national des conventions de prise en charge et de forfait de financement qu'un dispositif autre n'aurait pas. Vous pouvez passer la slide suivante. Oui, donc les GEC dans le Grand Est, c'est la question d'aujourd'hui. Donc, on va voir. Donc, effectivement, ça s'est bien réparti. On en a aussi en fait dans les ex-grandes régions. Donc, vous avez bâtiments, vous avez l'industrie, vous avez de la propreté. Alors, les gros points, ce sont les sièges, les petits points, ce sont les antennes. La particularité en Grand Est qui est depuis l'année dernière, c'est la mutualisation d'une antenne. Donc, dans les Vosges, à Épinal, 4 GEC se sont en fait associés ensemble pour ouvrir une antenne et être présents. Donc, de l'industrie, de l'interpro, de la propreté et du BTP. Donc, c'est une première en France. Ça ne s'était fait nulle part. Voilà. Donc, vous voyez, on arrive aussi à mutualiser les équipes et à s'implanter pour optimiser et répondre aux besoins du territoire. Là, vous avez les chiffres. Alors, tous les ans, en fait, pour représenter leur labellisation au niveau de chaque GEC, donc ce sont nous, les instructeurs, qui présentons à la commission, en fait, les résultats de chaque GEC qui sont mis sur une plateforme et qui, en fait, permettent d'extraire des chiffres en tant qu'observatoire. Là, vous avez présent ceux de 2022, mais ceux de 2023 vont arriver au mois de septembre. On peut regarder en fait effectivement quelques chiffres intéressants. Donc là, à cette époque, on avait à peu près 408 entreprises au niveau Grand Est qui ont sollicité en fait les GEC, avec donc 416 contrats signés. Donc je rappelle que le GEC travaille sur 2 formes de contrats, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, mais avec obligation, et on a bien dans le mot insertion et qualification, de formation. Le minima est de 150 heures et peut aller jusqu'à 36 mois de formation.
Donc là, ça va être complètement différent puisqu'on peut avoir voilà, des formations de 6 mois, 18 mois. Les formations vont des personnes qui sont complètement sans aucune qualification à voilà, du bac+2, voire même bac+3. Au niveau en fait des PME, vous voyez bien que c'est vraiment nous, les petites entreprises, qui sont quand même assez touchées, entre 10 et 40 salariés. Donc effectivement, comme ça a été évoqué précédemment, le gros problème des petites structures, elles n'ont pas le temps de répondre voilà, à tout ce qui est des problèmes en fait de recrutement. Donc le GEC s'occupe de tout. C'est en fait un outil RH. Une fois qu'il a pris en charge en fait l'entreprise, il va voilà, faire la fiche de poste, recruter, lui présenter le candidat, s'occuper de la visite médicale, voilà, tout ce qui est vraiment le pack complet d'accompagnement, mais aussi de tout ce qui est des périphéries, des freins sociaux. Ça peut être lui trouver un appartement, ça peut être voilà, lui faire aussi des démarches administratives pour des papiers. Voilà, nous, on prend tout en charge. Les conseillers, donc les permanents, accompagnent vraiment sous forme de tutorat ces personnes et font toujours le lien avec le chef d'entreprise ou le tuteur en entreprise. Donc, il y a un suivi vraiment personnalisé et qui permet en fait d'avoir très peu de taux de rupture de contrat. Vous avez en fait la répartition des contrats. Donc l'année dernière, on était sur 62% de contrats de professionnalisation et le reste en apprentissage, avec 1 ou 2 contrats à la marge, voilà, qui étaient donc de 2%. Pourquoi? Parce que parfois, c'est aussi, ça relève du secteur. Vous avez des formations que vous ne pouvez pas faire sous forme de contrat particulière. Hein, vous avez des choses qui sont déjà prédéterminées à être de l'apprentissage ou d'autres en contrat de professionnalisation. Donc voilà, ce n'est pas par choix. Et nous pouvons effectivement toucher les aides qui ont été mises en fait en place depuis 2 ans maintenant. On a un très faible taux de rupture qui était de 13% sur la slide suivante. Effectivement, donc en moyenne, on a quand même un public, comme vous le voyez, les caractéristiques des salariés embauchés. Donc je vous disais que c'était tous les bénéficiaires qui pouvaient en fait accéder au GEC dans nos structures. On est quand même beaucoup sur le jeune de moins de 26 ans sans qualification. Ça, c'est sûr. On a aussi beaucoup de personnes éloignées de l'emploi depuis très longtemps. Donc voilà, on peut avoir en fait des publics compliqués à remettre en fait en situation de travail, très éloignés en fait de l'activité. Alors nous aussi, on peut mettre en place des PMSMP, voilà, plein de structures et d'accompagnement en amont avant de le mettre en fait effectivement au contact de l'entreprise et de signer le contrat. On a quand même fortement par rapport au secteur d'activité un taux élevé d'hommes et avec peu de femmes, mais ça commence à s'inverser. Et effectivement, les personnes qui sont quand même assez jeunes, on va avoir des problèmes de mobilité. Donc, en fait, on est en lien avec des structures qui nous aident sur le passage du permis, la sollicitation, en fait, aussi de moyens de locomotion, voilà, de la mutualisation aussi de moyens de locomotion. Donc, voilà, tout le problème périphérique aussi est levé pour que la personne ne soit pas contrainte en se disant j'ai pas le permis, je peux pas candidater, je peux pas me former. Et nous travaillons avec tous les organismes de formation au niveau national, des conventions sont signées, au niveau des grands groupes, comme l'AFPA, voilà, les CFA, voilà. Donc tout ce qui peut être local et voire même de l'ingénierie très particulière. On peut faire aussi de la FEST. Donc on peut faire de la formation aussi en fait en entreprise. Donc on sait, chaque permanent en fait sait accompagner la personne pour lui faire un parcours vraiment personnalisé. Nous travaillons aussi sur des groupes avec l'AFPA comme des HOPE, où en fait le BTP et l'industrie arrivent à en faire une session de formation de 7 à 8 personnes sur des corps de métier en tension. On peut passer la suivante. Voilà, donc là on est quand même sur à peu près un taux de 93 taux de réussite à l'examen. Donc il y a très peu de rupture. Les gens sont quand même assez assidus, puisque je pense que l'alternance qui fait qu'ils sont aussi en pratique en entreprise permet de ne plus avoir cette image un peu scolaire de la formation. Et du coup, ça les dynamise, les groupes aussi, voilà, ça participe à ça. On voit aussi effectivement qu'on a des gens qui ont très très peu de qualifications, donc c'est des fois une première accession à la formation. Et effectivement, on a 71% de sorties vers l'emploi et 62% de sorties vers l'emploi durable, donc c'est-à-dire ce sont des CDD de plus de 6 mois ou des CDI. Et donc, en fait, 71% des personnes qui sont entrées dans le dispositif ressortent au moins avec l'acquisition d'une qualification. Parce que l'ADN du GEC, c'est vraiment ça. Au-delà du côté insertion, pour aider ces personnes à vraiment remonter un dispositif et puis vraiment s'insérer dans l'emploi, c'est aussi se dire, c'est que même si, à l'issue des 6 mois qu'il a passé dans l'entreprise et qu'il a eu son diplôme, au moins, la sécurisation de son parcours est faite. Il a eu, en fait, une plus-value avec un diplôme, un CQP, voilà, un diplôme, quel qu'il soit, une formation, voilà, quelque chose de diplômant, certifiant, qualifiant. Mais on ne veut pas le laisser en fait dans la nature repartir et ne rien avoir eu en échange du temps passé en fait dans le GEC. Alors sur les mises à disposition, on est exactement sur les mêmes types de structures qu'on a vues avant. On est sur du contrat de mise à disposition qui est signé sous une forme de convention avec l'entreprise. L'entreprise n'a juste qu'à adhérer à chaque GEC.
quand il choisit son secteur d'activité et effectivement avoir la possibilité de prendre une personne en alternance. Donc, pas de souci là-dessus, il a une facturation aussi également. Mais le GEC s'occupe de tout. C'est lui qui va répondre aux questions du salarié, qui va répondre aussi à l'entreprise. Il est toujours l'intermédiaire. C'est toujours la même personne qui va s'en occuper. Donc, voilà, il n'y a qu'un seul, en fait, intervenant. Et ça sécurise effectivement le salarié, la trilogie de l'entreprise du salarié et effectivement le GEC qui porte le contrat. La slide suivante, je pense. Ah, bah, c'est tout. Voilà. Sinon, en précision, bah, effectivement, aujourd'hui, en fait, on développe de plus en plus dans les secteurs d'activité. Concernant le temps partagé, on va être beaucoup plus, nous, sur des secteurs d'activité qui, par l'activité, j'allais dire, obligent que ce soit en fait du temps partagé. Donc, on retrouve beaucoup de temps partagé dans la propreté, parce que vous avez des personnes qui vont travailler tôt le matin, qui vont travailler tard le soir, et des fois, ce n'est pas les mêmes entreprises. Donc, effectivement, pour créer des temps complets ou des mi-temps, la personne va être partagée en plusieurs entreprises. Vous avez aussi les aides à domicile, qui sont quand même aussi sollicités sur le partage. Et vous avez aussi la santé et le médico-social. Hein, parce que parfois, bah, effectivement, faire des soins, voilà, vous n'êtes pas 24 heures sur 24 avec les mêmes patients. Donc, les 3-4 secteurs-là sont quand même sollicités pour la mise à disposition avec un temps partagé. On peut avoir un temps partagé aussi entre GEC. Parce que parfois, ben, un GEC va avoir besoin d'une personne, une secrétaire, un comptable, voilà, une fonction support, va peut-être solliciter en fait un GEC de la même région pour finalement se dire, ben voilà, moi j'en ai besoin de 20 heures, tu en as besoin de 15 heures, ça lui fait un temps complet, c'est possible à distance, enfin voilà, ils s'arrangent entre eux. Donc ça peut se faire au niveau des salariés en contrat, ça peut se faire au niveau des permanents. Voilà, la mise à disposition peut se faire aussi comme ça, c'est qu'un GEC peut garder à côté aussi un GE ou une TTI. Et ça arrive que les salariés qui sont en fait dans ces structures viennent aider aussi le GEC dans les fonctions support. Voilà. Donc là, vous avez la carte Grand Est avec toutes les indications. Alors là, c'était cette carte de 2023. Donc aujourd'hui, en fait, au mois de juillet, pour vous la mettre beaucoup plus récemment à jour, le GEC en Battera Job était le premier GEC agriculture en Grand Est, mais il a été dissous. Il n'existe plus depuis 2 mois, malheureusement. Mais par contre, voilà, on a recueilli et validé la labellisation du GEC sport et loisirs qui est fraîchement arrivé chez nous et qui sera sur cette plaquette bientôt, et donc dont le siège est à Villers-les-Nancy, et où il y a déjà 3 antennes, Mulhouse, Strasbourg et Châlons-en-Champagne. Et là, je pense qu'il y aura aussi du temps partagé. Voilà, donc je reste à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois pour ces 3 présentations qui finalement s'enchaînent bien, quoi, hein, du cadre général jusqu'à la spécificité du GEC dans sa démarche, notamment insertion, qualification. Donc voilà, donc je donne la parole aux intervenants. Il y a une question de Bernard Feldman, mais comme voilà, on n'est pas saturé de questions, bah, je te propose d'abord de te dire bonjour Bernard, et puis ensuite peut-être de te la laisser poser. Ce sera, si tu veux bien, si ton micro est ouvert et si tu en es d'accord. Bonjour. Alors, je suis en voiture, alors je suis désolé. Oui, bonjour à tous. En fait, j'avais commencé en fait à lister toutes les personnes que je connaissais sur cette plateforme, et en fait, concrètement, je me suis arrêté parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais merci Marc pour cette initiative de cette visio. Oui, alors j'avais une question effectivement un peu technique donc auprès de Madame Orville sur le GEDA, puisque forcément le gros employeur que je dirige en Alsace en fait a été percuté de la même façon par cette problématique qui était de dire voilà, nous en tant qu'association on peut bénéficier effectivement de l'aide de l'État, l'aide majorée, hein, donc suite donc à la pandémie et au programme Un jeune, une solution. Et en fait, on s'est fait tirer les oreilles par la DRETS dans ce cadre-là où on pouvait bien sûr employer, mettre à disposition et facturer le reste à charge auprès des associations, bien sûr du secteur associatif non lucratif, mais ça nous a été interdit de le faire au niveau des collectivités. Et dans la présentation de Madame Orville, elle a dit à un moment qu'elle faisait cela. Donc, j'étais un peu surpris et je voulais savoir si elle, de son côté, tout allait bien, quoi.
Donc, si je comprends bien la question, c'est chez vous, les collectivités n'ont pas le droit de recevoir les 6 000 €? Ah bah oui, elles ne les ont pas. Elles, Oui, elles quand elles embauchent en elles n'en direct, elles ne bénéficient pas. les ont pas. Oui, c'est ça. Et donc, en Voilà. fait, comme on est dans ce cadre-là et qu'on ne peut pas faire du délit de marchandage, c'est-à-dire effectivement passer par un tiers pour pouvoir derrière payer moins cher l'emploi, comme elles ne peuvent pas en avoir en direct, on n'a pas le droit, a priori, de les mettre à disposition et d'en faire bénéficier, alors que bien sûr, vous pouvez le faire puisque vous êtes une association. Oui, j'en fais bénéficier mes adhérents et les collectivités faisant partie des adhérents, j'ai jamais. Alors peut-être que Cyrielle, parce que moi j'adhère aussi au CRGE et quand j'ai une question comme ça pointue, ben, j'appelle le CRGE. Peut-être que Cyrielle peut apporter un éclairage, mais on l'a toujours fait depuis 2011. Et en plus, on verse. Enfin, je vois pas pourquoi on serait retoqué, puisqu'on redonne. Voilà. Il y a eu un petit blocage sur le retoquage. Mais voilà. Si Cyrielle est toujours là, peut-être que ce point de vue juridique, elle peut y répondre. Ben, alors oui, je suis toujours là. Je précise que je ne suis pas juriste, mais qu'effectivement, j'ai un service juridique à mes côtés et que je préférerais qu'on les sollicite directement. Donc, on pourra voir ça toutes les deux, Nathalie. Je ne suis Oui. pas sûre que ces détails juridiques intéressent tous les participants. Mais en effet, il y a des précautions à prendre en termes de mise à disposition auprès des collectivités. Donc, on regardera en détail ce sujet-là, si vous voulez bien. D'accord. Et surtout peut-être éclairer Bernard, à un moment donné, revenir vers lui, puisque c'est lui qui questionnait, cette possibilité. Tout à fait. Ouais. Il a été Merci. retoqué par la directe, il nous a dit. Hein. C'est ce qu'il a dit. Pas le centre de gestion, ni la collectivité en elle-même. Ah ben non, la collectivité, vous imaginez bien que c'est avec intérêt qu'elle bénéficierait de ce processus. Mais voilà, en fait, je l'avais posé par écrit parce qu'effectivement, c'est un peu technique et voilà, c'est une position juridique qu'il s'agit d'avoir. De la même façon, une collectivité ne peut pas en fait signer un contrat de pro. Donc nous-mêmes, on ne serait pas en capacité à signer un contrat de pro pour mettre à disposition quelqu'un qui bénéficie de ce type de contrat, quoi. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Je vois une question de Isabelle Jantel. Souhaitais qu'il y avait une question. Oui, j'en ai même deux, si on a le Allez-y. temps. La première, dans notre région, dans notre secteur, par qui passe-t-on pour avoir un interlocuteur pour identifier les groupements d'employeurs qui sont dans notre périmètre, là où on a des besoins? Donc, est-ce que c'est le GRCE qui peut renseigner dans toutes les régions? Et quel est l'interlocuteur sur la Lorraine? Et la deuxième question, vous n'avez pas du tout évoqué les GC-SMS. Quelle est la différence avec les GC-SMS et pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Alors, qui se charge de répondre? Alors, peut-être déjà pour la connaissance du territoire. La connaissance des structures sur les territoires. Cyrielle. Oui, moi je peux apporter un premier niveau de réponse, dire effectivement que nous, on a une certaine visibilité sur les groupements d'employeurs au niveau national, mais qu'on n'a pas l'exhaustivité malheureusement des groupements d'employeurs. Le seul interlocuteur qui serait censé avoir la liste des groupements d'employeurs par région, c'est la DRETS. Donc je ne sais pas dans quelle mesure vous les avez sollicités ou pas. En tout cas, comme ils sont finalement le réceptacle de la démarche constitutive du groupement d'employeurs, théoriquement, ils centralisent tout cela. En général, si vous arrivez à identifier également un ou deux groupements d'employeurs en Lorraine, ils connaissent assez bien leurs homologues sur leur territoire. Donc, je pense qu'ils peuvent aussi vous renseigner. Et puis, au niveau des GEC, il y a Stéphanie, si c'est voilà, avec ses homologues territoriaux. En ce qui concerne les GC-SMS, alors moi, ce n'est pas un dispositif que je connais parfaitement bien. Ce que je sais, c'est que c'est un dispositif qui est réservé effectivement aux structures du médico-social et qui leur permet de mutualiser un certain nombre de choses et pas nécessairement que de la main-d'œuvre, en l'occurrence. Et pour avoir fait la comparaison justement juridique entre ce qui était le plus sécurisant en termes de prêt de main-d'œuvre entre le GC-SMS et le GE, c'est bien le groupement d'employeurs qui est un dispositif spécifique pour le prêt de main-d'œuvre qui est plus sécurisant. Et on est souvent sollicité d'ailleurs par des GC-SMS qui, au bout d'un certain temps, après avoir expérimenté la mutualisation sous toutes ses formes, choisissent de créer un groupement d'employeurs en complément.
Il me semblait que justement l'inconvénient pour nous, parce qu'on est en train de se poser cette question, l'inconvénient qu'on a a priori identifié, c'est que le GCSMS permet d'échapper à la TVA entre nos structures, contrairement au mode associatif. Mais c'est peut-être voilà, une mauvaise analyse, sachant que nous sommes partiellement assujettis à la TVA dans notre secteur d'activité. Je n'ai pas la réponse à cette question sur la fiscalité du GCSMS. Honnêtement, peut-être que l'UDES a un contact avec des GCSMS ou peut-être des CRES qui, elles, connaissent bien le sujet, mais j'ai moi-même longtemps cherché une tête de réseau des GCSMS au niveau national, je n'en ai pas trouvé. Donc, si l'UDES a un interlocuteur, je suis preneuse aussi. Pour répondre à la première question sur le recensement des GE, je faisais partie d'un regroupement, une tête de réseau qui s'appelle Progrest, les professionnels des GE du Grand Est. Donc, je m'en suis retirée. Alors, c'était créé en 2019. Je m'en suis retirée, donc je ne suis pas à la page. Mais peut-être vous pouvez les contacter parce qu'on avait fait une cartographie de tous les GE du Grand Est, agricole, sport, animation, marchand, GEC. Donc, il doit y avoir une liste quelque part en leur possession. Progrest, tout attaché. Merci. Et pour les non-initiés qui passent place au village, GCSMS sont des groupements de coopération propres au secteur médico-social. Je ne sais pas si là-dessus pourra amener des éléments. Je vais laisser Guillaume noter la question. Je ne vais pas lui demander de répondre. À minimum, noter. Peut-être que les personnes les plus habilitées pour répondre à cette question, donc effectivement, groupement de coopération sociale et médico-sociale. Donc, c'est une question qui pourra être sans doute répondue pour partie par notre syndicat employeur Nexem. C'est Nexem qui est donc le syndicat employeur donc, sur le social, sanitaire et médico-social. Et donc, le GCSMS permet la mutualisation de moyens, donc autant de locaux, de véhicules ou de personnel, et la mise en commun de services ou d'équipements. Donc, les services, ça peut être le juridique, le comptable ou encore d'équipements avec la restauration. C'est une note 2002 qui a permis la création de ce type de structure. Je ne sais pas si tous les participants sont concernés, mais en tout cas, effectivement, il y a des particularités qui existent dans les secteurs. On a par exemple sur le sanitaire, puisque j'évoquais le social et médico-social, pour le versant sanitaire, vous avez des groupements de coopération sanitaire qui existent aussi, qu'on appelle les GCS. Mais je ne vais pas plus loin, puisqu'on rentre dans du détail et du secteur qui parfois peut vite devenir compliqué. Je peux vous laisser, je me renseigne, et puis si j'ai une information à ce sujet, je vous en fais part. Merci à vous. Et comme ça a été questionné dans le chat, oui, bien sûr, on vous communiquera les supports. Il n'y a pas de, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains qui se lèvent? Oui, je voulais juste rajouter aussi que donc du coup, on peut trouver aussi la plaquette du comité régional sur le site de la fédération. Et vous avez aussi en fait en interface, en première page, un moteur de recherche où vous tapez le nom de la ville ou éventuellement le GEC que vous voulez trouver et vous le trouvez facilement. Vous avez les coordonnées dessus sur notre site internet. Voilà. Mais effectivement, la plaquette résume plus le Grand Est si ça vous intéresse. Mais après, au niveau national, on peut retrouver les 205 GEC référencés avec l'adresse et les coordonnées. Merci. Cette précision. Alors, je ne vois plus de mains qui se lèvent. Donc, on reviendra, on reprovoquera peut-être un rendez-vous pour aborder les coopératives d'activité et d'emploi. C'est le sujet qu'aurait dû aborder Stéphane Bossuet, qui pour le coup est une autre manière de coopérer entre entreprises. Mais je ne vais certainement pas me risquer à essayer d'en parler mieux que Stéphane Bossuet. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure, Guillaume, ce webinaire. Donc, rappelez qu'il se situe peut-être, juste pour conclure, qu'il se situe dans le projet que porte l'UDES Grand Est de ces nouveaux métiers du lien social, avec comme idée de dire est-ce qu'effectivement des formes de groupement permettraient d'amener une réponse. Alors, on l'a bien vu dans vos présentations, la philosophie du groupement employeur permet effectivement de consolider des emplois et d'arriver à tendre vers des emplois pérennes à temps plein. La question sur laquelle nous travaillons au niveau de NMLS, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer demain
par ces regroupements et par la qualification, par l'accompagnement, pouvoir travailler en transversal dans différents métiers, voire même dans différentes branches professionnelles, comment quelqu'un pourrait, au sein d'un même groupement, avoir des missions relevant du médico-social, de l'aide à domicile, de l'animation, et pour à la fois répondre à rendre peut-être des métiers aussi plus attractifs que des monotâches ou des monoactivités. Donc voilà, c'est dans cette réflexion-là que l'on a souhaité, je dirais, prendre ce temps de réflexion avec vous sur la mutualisation et que peut-être on sera sans doute amené, donc là, le nous, c'est l'UDES Grand Est, à revenir vers les intervenantes d'aujourd'hui pour à un moment donné peut-être avoir un appui sur l'adaptation de ce que l'on a envie de faire à une forme groupement employeur. Et donc voilà, c'est important de repréciser que ce webinaire, il se situe bien aussi dans le projet que porte actuellement l'UDES Grand Est autour de l'idée de ces nouveaux métiers du lien social. Voilà. Ben, écoutez, je vous propose de conclure. Oui, oui, oui. Ouais, Marc, j'ai une question. En fait, on pourrait prendre le temps et la présence de Patrice Guillou pour lui demander si, au niveau d'une formation, il y a eu des études qui ont été faites sectorielles, justement sur les métiers de l'animation. Alors lui, il n'est pas sur le lien social, mais l'animation est quand même assez proche. Des études sectorielles sur les métiers qui, en fait, utilisent beaucoup d'emplois à temps partiel. Parce que ce serait intéressant en fait de voir quels sont justement ces métiers-là et pour y mettre une focale particulière. Je sais que l'AFDAS a fait ou est en train de faire une étude donc sur son champ à lui, quoi. Voilà. Alors, Patrice, est-ce que tu souhaiterais... Bonjour tout d'abord, Patrice. Oui, bonjour Ali. Salut Marc. Souhaites-tu répondre à la sollicitation de Bernard? Salut Bernard. Salut. Ils répondent, mais que partiellement, c'est-à-dire que on a notamment conduit en Bourgogne-Franche-Comté, pas plus tard que l'an dernier, une étude sur des emplois dans l'animation, sur des intervenants de pratiques artistiques. Et c'était très, très intéressant parce que effectivement, ça mettait tout à fait en lumière ces problématiques de multi-employeurs. Mais dans l'animation, ce dont on s'est aperçu, c'est que tous ne souhaitaient pas forcément être dans une situation de salarié. C'est-à-dire qu'on a aussi un certain nombre d'intervenants dans les structures qui sont maintenant en situation d'auto-entrepreneur, plus ou moins et d'indépendants, avec, je dirais, des fois des risques juridiques importants, hein, puisque ils sont malheureusement pas aussi indépendants qu'ils devraient l'être sur le papier. Donc sur l'animation, non, nous, l'exemple qu'on suit de près et qu'on accompagne, il a témoigné, hein, c'est le GEDA pour nous, voilà, c'est une structure qu'on accompagne dans ses contrats et dans les projets de formation qu'elle peut avoir. Et on participe aussi aux travaux avec Marc parce que ça nous intéresse de voir en quoi on pourra demain hybrider. Voilà, parce que c'est vraiment le sujet, c'est vraiment hybrider et sortir à la limite de l'animation pure en tant que telle. Mais à travers notamment la Fédération nationale des métiers de l'animation, il y a eu un certain nombre de recherches et je pourrais éventuellement aller à la pêche aux infos et essayer de te retrouver des choses, hein, Bernard, si tu le souhaites. Ouais, je suis d'accord qu'on est aussi effectivement percuté par le développement des coachs sportifs pour d'autres champs d'intervention. Et donc, Merci Patrice, merci Bernard. Alors, y a-t-il d'autres interventions? Ben écoutez, voilà, on a tenu notre format d'1h30, donc voilà, je vais vous proposer qu'on en reste là.
Je remercie l'ensemble des participants. Je remercie bien évidemment nos 3 intervenantes qui nous ont, de manière, je trouve, extrêmement bien, dans la succession des 3 témoignages, permis de bien appréhender globalement le groupement employeur et ses différentes déclinaisons. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on va continuer à rester en lien. Et je pense qu'on aura à revenir vers vous dans l'avancée de notre projet Nouveaux métiers du lien social. Bonne fin de journée et merci encore pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Marc. À bientôt. Au revoir, à bientôt, au revoir.